bienvenue ici pour cette conférence. Je suis Louis de la radio Bob FM et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, nous allons parler musique. Je suis accompagné de Pierre Legrain, biologiste et directeur de recherche à l'Institut Pasteur au département de neurosciences, et Virginie Constant, qui est violoncelliste, concertiste, premier prix de violoncelle et de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de musique. Pour cette conférence, c'est un dialogue qui va s'effectuer entre la musique et les sciences. On partira donc d'expériences qui ont été réalisées en neurosciences pour démontrer finalement plusieurs choses autour de la musique et de son lien avec le cerveau. Quelles sont les choses que l'on sait, mais aussi celles que l'on ne sait pas, quelles sont les limites de notre compréhension. Nous sommes là tous les deux, Virginie et moi, essayer de vous faire comprendre comment est-ce que les sciences s'inscrivent maintenant dans un univers qui n'est pas seulement un monde fermé aujourd'hui, et pas seulement en neurosciences, mais surtout en neurosciences. Je pense qu'il est important de montrer que la science doit s'ouvrir à la fois en dialogue avec un public, mais aussi dans le cadre des projets de recherche avec des expertises qui ne sont pas des expertises réputées scientifiques. Et en l'occurrence, vous allez voir ce soir qu'il peut y avoir des expertises artistique. Alors je me présente, je suis chercheur en biologie moléculaire au départ pendant des années et je me suis seulement mis récemment à un projet de neurosciences dont je vous parlerai à la fin de la conférence depuis environ une petite dizaine d'années. Ce qui m'intéresse fondamentalement en tant que chercheur, c'est la notion de transmission. Je suis généticien de formation et donc évidemment transmission génétique, on connaît à peu près tout ce que cela veut dire. Transmission épigénétique, c'est quelque chose moins connu mais qui est maintenant clairement démontré depuis au moins une vingtaine d'années. J'ai commencé ma carrière, l'épigénétique n'était pas connue, l'épigénétique moléculaire n'était pas décrite, n'était pas enseignée. Quand j'ai voulu reprendre un projet de recherche à partir de zéro, je me suis dit, il faut travailler sur une nouvelle frontière. Et j'ai pensé à la frontière entre ce qu'on appelle le biologique et le culturel. Et est-ce qu'on pourrait parler d'épigénétique culturelle, c'est-à-dire une transmission qui soit culturelle, mais qui soit ancrée dans la biologie. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler, avec des mots plus classiques, explorer la frontière entre inné et acquis. Je vais laisser Virginie se présenter. Bonsoir à tous. Je me suis présentée à vous d'une manière tout à fait symbolique, puisque vous l'aurez compris, en fait, mon violoncelle et ma voix, il est ma deuxième voix. Je suis violoncelliste professionnelle, c'est ma passion. La musique est au cœur de ma vie depuis ma plus tendre enfance. Dans le contexte de ce soir, je peux vous dire qu'en fait, la musique est ma deuxième langue maternelle. Je la parle depuis que je suis enfant. Elle m'a été transmise en plus par ma mère, qui m'a beaucoup fait travailler, répéter. Pour moi, c'est une langue, comme la plupart des musiciens professionnels, j'entends les notes en permanence dans la tête, j'identifie absolument toutes les notes. Nous allons commencer à aller un peu plus dans le détail. J'ai un diaporama qui sera assez simple avec quelques figures que je vous décrirai un peu plus, mais surtout un plan. Et vous voyez que la première question qu'on se pose, c'est l'artiste et le scientifique, question de vocabulaire. Alors je voudrais vous dire que dans la recherche que je fais une recherche dite interdisciplinaire. Et souvent interdisciplinaire signifie des chercheurs de disciplines différentes. J'ai fait des recherches entre immunologie et génétique, entre métabolisme et physiologie, entre biochimie et génétique. Et aujourd'hui, surtout en neurosciences, on peut se poser la question, est-ce que l'interdisciplinarité ne devrait pas aller au-delà de la biologie? Alors les biologistes moléculaires comme moi, depuis 40 ans, on s'est rapproché des chimistes, on s'est rapproché des physiciens, des mathématiciens, maintenant des informaticiens. Et la frontière avec les sciences humaines est restée une frontière assez prégnante, malheureusement. Les biologistes comme moi, on était tellement fiers d'être happés par les sciences dites dures que les sciences molles paraissaient finalement réservées au littéraire, comme on dit parfois. Je pense que c'est une grosse erreur. Et donc, en neurosciences en particulier, depuis au moins une quinzaine d'années, on a vu avec difficulté des dialogues s'établir entre des chercheurs de formation essentiellement ou exclusivement de sciences humaines, philosophie, anthropologie,
et des chercheurs de sciences dures, biochimie, biologie cellulaire. Je ferai un tout petit point, mais sans entrer dans les détails, on verra si la discussion nous amène à ce sujet-là, c'est la biomédecine. En biomédecine, la chance, c'est que les médecins existent bien avant les biologistes chercheurs en biologie. La médecine existe depuis 10 000 ans ou 20 000 ans, et le médecin a une obligation de soigner, donc il a un impératif pratique qui connaît ou qui connaît pas bien ce qui se passe, mais il essaye d'apporter une solution. Et donc les biologistes ont beaucoup bénéficié des médecins. Puis après, on s'est retourné vers les chimistes, et comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, de nouveau, cette frontière entre les sciences humaines dures et les sciences biologiques dures, c'est par la psychologie, c'est par toutes ces sciences qui sont un peu intermédiaires, avec de nouveau un gros problème de vocabulaire. Alors le problème de vocabulaire, c'est un problème que l'on rencontre partout. Et par exemple, quand nous nous sommes présentés tous les deux. Je vais vous donner un exemple de vocabulaire différent. Je précise, pour faciliter notre présentation, que nous sommes en couple, Virginie et moi. Voici un langage amoureux. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si jetés à mourir, tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé. Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent. L'été taille la nuit au tablier des anges. Le ciel n'est jamais bleu comme il est sur les blés. L'enfant, accaparé par les belles images, écarquille les siens moins démesurément. Quand tu fais les grands yeux, je ne sais si tu mens. On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages. Cache-t-il des éclairs dans cette lavande où des insectes défont leurs amours violentes? Je suis pris au filet des étoiles filantes comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août. Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa. Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent, moi je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa. Vous voyez le vocabulaire, la langue, et encore, les scientifiques se battent en ce moment pour savoir si la musique est vraiment un langage, voire un langage universel, ou si au contraire, cela n'a rien à voir avec les langages que l'on connaît, qui sont les langages avec les mots, les verbes. Et c'est un sujet qui est en fait sur le plan scientifique très très intéressant. Je vais passer à la deuxième partie, un peu plus scientifique maintenant, c'est études sur le cerveau. Où en sont les neurosciences aujourd'hui ? Tel que j'ai découvert ce domaine il y a maintenant environ une quinzaine d'années, quand j'ai voulu me plonger dedans, j'ai assez vite compris qu'il y avait deux grands domaines dans lesquels les scientifiques se penchaient, les activités cognitives du cerveau et la dimension émotionnelle du cerveau. On voit bien que ça nous parle à tous. On réfléchit, on apprend, puis on perçoit, on ressent. On a souvent, à titre personnel, envie de faire la distinction entre les deux, voire même à un enfant lui suggérer à certains moments de se concentrer pour apprendre, quitte à aller à un autre moment jouer ou laisser vagabonder son esprit. Pour des raisons pratiques, méthodologiques, de démarche scientifique, et vous savez que la biologie a eu besoin et a été couronnée de succès parce qu'elle était réductionniste depuis 50 ans, à travailler sur les molécules et tout. En neurosciences, on n'a pas échappé à cela. Et donc, très vite, il y a eu de nombreuses équipes qui ont travaillé sur les aspects cognitifs du cerveau, et d'autres qui ont travaillé sur les aspects émotionnels. Et on a trouvé des zones du cerveau qui étaient très liées à la cognition, et des zones du cerveau qui étaient très liées à l'émotion. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Il est évident que quand on aborde d'un point de vue aussi méthodologique deux dimensions différentes, on est déjà en train de s'éloigner de la réalité. Et je crois que je n'ai pas besoin d'en aller plus loin. Vous-même, chacun d'entre vous, vous auriez du mal à définir à quel moment votre cerveau est purement cognitif ou purement émotionnel. Et c'est un peu cette difficulté que l'on rencontre en permanence dans une approche scientifique, c'est qu'est-ce qu'on regarde avec la meilleure méthode possible et qu'est-ce que l'on voudrait comprendre.
et comment est-ce qu'on interprète ce que l'on regarde. Par exemple, puisqu'on est sur cerveau et musique aujourd'hui, les neurobiologistes ont voulu regarder comment est-ce que le cerveau fonctionnait quand un musicien pratiquait la musique. Bon, on peut travailler de différentes manières, mais vous connaissez tous l'IRM, qui est une méthode qui vous permet d'aller regarder le cerveau assez précisément. Quand je dis assez précisément, pour l'instant, on va rester sur l'idée du centimètre ou de la fraction de centimètre. Juste en mémoire, 100 milliards de neurones dans un cerveau. C'est en gros, dans un litre, 1000 cm3, 100 milliards de cellules. Et là, je vous dis qu'on va regarder un cerveau en le découpant par petites tranches de 1 cm. Vous voyez déjà la complexité qui reste à l'intérieur du centimètre cube. On a voulu faire ça. Et donc, on a commencé à se dire, on va regarder un musicien en train de jouer du piano. Vous avez sur cette diapositive le dispositif qui permet de faire des publications scientifiques où on veut dire, on a regardé le cerveau d'un musicien en IRM quand il jouait du piano. Et vous avez donc un piano qui est compatible avec un IRM. Je vous rappelle que l'IRM, vous devez avoir 0 pièce métallique pour aller dans l'IRM, et donc vous avez un petit piano. Donc non seulement il est petit parce qu'il a, au lieu d'avoir 77 notes, il a 2 octaves, il est tout en plastique, il n'y a pas de son, donc le son est reconstitué dans l'oreille du participant qui a la tête dans le et on demande au pianiste de jouer. Vous imaginez un de vos pianistes préférés en train de jouer son œuvre de Chopin sur ce piano-là. Mais ça a été tellement fructueux qu'on s'est dit, mais il n'y a pas que des pianistes. Et donc on a en particulier en dessous un violoncelle qui rentre dans un piano. Et j'ai la chance de connaître la violoncelliste qui a fait l'article là-dessus, qui est une violoncelliste, qui est une chercheure en neurosciences, mais qui était violoncelliste amateur, qui a fait ses travaux au Canada, et qui a donc, avec un luthier, fabriqué un violoncelle compatible avec un IRM. Et le premier article qui est sorti, il y en a d'autres qui sont sortis depuis, décrivait comment un cerveau de quelqu'un qui n'avait jamais fait de violoncelle changeait quand on lui faisait faire 4 séances d'1 heure d'apprentissage de violoncelle. Et le violoncelle, vous le voyez, il est là dans la machine. J'ai envie de demander à Virginie si elle considère qu'elle pourrait jouer du violoncelle comme elle vient de le jouer devant vous, appareillé comme on le voit là. Dans le métier de musicien, la part la plus importante, je dirais, c'est l'adaptabilité. Par exemple, la première des choses que je fais quand j'arrive dans un lieu, c'est tout de suite, je teste l'acoustique. Voilà, ici, j'ai pu voir que l'acoustique me plaisait, qu'il y avait une bonne réverbération naturelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout notre travail est basé là-dessus. Je travaille ma justesse dans le son, dans la réverbération. Je travaille mon son, évidemment, dans la réverbération et dans l'acoustique naturelle. On est vraiment des méga experts du son. Moi, j'ai un phénomène, il y a des gens qui n'entendent pas. Moi, c'est l'inverse. J'entends tout. Cet engin me rend extrêmement mal à l'aise parce qu'il fait un bruit pas possible. Et puis, j'avoue que jouer dans une petite boîte comme ça me semble très complexe. Alors, je ne sais pas ce qui ressortirait de mon cerveau à la suite de cette expérience. Alors, on voit que l'archet est aussi hyper petit. Hein. Oui, il est hyper petit. Le mien, il est quand même beaucoup plus grand. Donc, ça fait une toute petite amplitude, mais bon. Je vous rassure, je n'ai pas demandé à Virginie de rentrer dans cette machine. Je pense que d'ailleurs, c'est un exercice difficile pour un artiste de se prêter à ce genre d'expérience. Mais certains le font. Et vous verrez plus tard que j'ai bénéficié de la collaboration de quelques artistes très désireux de nous aider à mieux comprendre le cerveau. Mais donc, ce type d'expérience et ce type de dispositif, en particulier pour le piano, ont servi à des nombreuses publications. Je vous montre juste cette expérience-là. Ça, c'est une expérience de 2004. Et donc, vous voyez, dans les années 2000, donc il y a déjà 20 ans, on travaille beaucoup en imagerie cérébrale, y compris chez des cerveaux de musiciens. Et donc, des musiciens qui, si vous lisez l'article rapidement, ou si vous envoyez un article dans la presse généraliste, vous avez l'impression qu'on a pu voir le musicien en train de jouer Chopin, de jouer Schubert comme il le joue normalement. En fait, gardez en tête qu'il a souvent été dans une machine avec un tout petit clavier devant lui. Vous avez ici des imageries à gauche et à droite, et je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous reconnaissez, j'imagine, un cerveau à peu près. Vous voyez qu'il y a des zones qui sont colorées. Alors, on ne rentre pas dans les détails, mais quand on fait de l'imagerie, à un moment ou à un autre, vous mesurez quelque chose. En général, vous mesurez toujours quelque chose par rapport à quelque chose. Donc, on fait une soustraction. Vous avez énormément de signaux. Vous enlevez les signaux que vous considérez comme étant neutres, et ce qui reste, ça correspond à l'activité que vous voulez mesurer. Donc, vous voyez, donc déjà, vous réfléchissez à quelle est l'activité neutre par rapport à ce que vous voulez voir. Et comme en général, l'expérience est bruitée, il ne faut pas faire 1 ou 2 mesures pour faire la différence, mais vous faites une centaine de mesures, l'ordre de grandeur, dans les activités A.
décontrôle 10 fois dans l'expérience dite contrôle et vous soustrayez les signaux en situation A par rapport aux situations contrôle. Donc c'est des moyennes, et là, Dieu merci, on reste sur un participant qui accepte de passer une petite heure dans la machine. Mais ce que je vous montre là, avec les meilleurs types d'analyse de l'époque, c'est à gauche le pianiste qui a joué du piano et le pianiste qui a joué mentalement du piano. C'est-à-dire qu'on lui a tout simplement demandé de garder les bras croisés devant lui et de jouer l'œuvre mentale. En se disant, finalement, on va supprimer du cerveau tout ce qui correspond à une activité motrice, c'est-à-dire les instructions que vous donnez à vos doigts pour jouer, etc. Et puis il va rester le reste. Et le reste, finalement, c'est son esprit, entre guillemets. Vous voyez que là, le chercheur, on n'ose pas le dire, mais les neurobiologistes sont en train d'aller chercher où se loge l'esprit avant l'action. D'accord ? On pourra discuter de ça tout à l'heure. Et je pense que les philosophes continuent à nous inspirer, devraient nous inspirer énormément sur où est et qu'est-ce que l'esprit. Mais là, c'est dans ce sens-là qu'on y va. Et vous voyez que quand le pianiste joue mentalement, il y a des choses qui s'allument quand même. D'accord ? Et ça ne s'allume pas seulement à un endroit, ça s'allume à différents endroits. Donc, c'était les premiers types d'expériences qui ont été très fructueuses dans les années 2000. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est une incursion brève sur le fait que, peut-être moins facilement que pour ce qui est du visuel, parce que chez l'homme, dans l'espèce humaine, le visuel est extrêmement développé par rapport à l'audition et extrêmement partagé, ce qui nous permet de partager et de dire qu'on voit la même chose à peu près, alors que sur l'audition, on n'entend pas la même chose et on ne comprend évidemment encore moins la même chose. Mais même sur le visuel, je voudrais présenter une expérience que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, et ça va me permettre de poser une première question à la salle. Est-ce que certains connaissent cette expérience? Et si oui, est-ce que vous pouvez lever le doigt? 1, 2, 3. Donc je vois un nombre assez faible de doigts. Donc je vais demander à ceux qui connaissent l'expérience de ne rien dire, mais juste pour la majorité d'entre vous qui ne connaissaient pas cette expérience. Posez-vous juste 10 secondes, qu'est-ce que je vois? Est-ce que l'un d'entre vous peut le dire? Donc vous voyez, il y a un damier, comme un jeu d'échecs, et puis il y a un cylindre qui fait de l'ombre, d'accord? Et donc il y a une ombre, ce qui fait que vous voyez, mais vous reconstituez des dalles blanches et des dalles colorées. Moi, cette expérience, je ne la connaissais pas avant, que je m'intéresse aux neurosciences, puis après je l'ai connue, et chaque fois que je la fais, je n'y crois pas. Donc si je vous dis que contrairement à ce que vous voyez, que vous croyez voir, votre cerveau voit quelque chose qui n'existe pas, est-ce que vous voyez les 2 dalles qui ont été numérotées A et B? Et quels sont ceux qui trouvent que A et B se ressemblent ou au contraire est-ce qu'elles s'opposent? Est-ce qu'on pourrait dire que A est une dalle foncée, noire, et que B est une dalle plutôt claire, blanche? Oui? Voici la réalité. Et je ne vous mens pas, chaque fois je n'y crois pas. Donc j'ai photocopié, j'ai imprimé sur mon imprimante au labo la semaine dernière le damier, celle que vous venez de voir, et j'ai découpé au ciseau les 2 dalles. Et vous avez les 2 dalles découpées en bas de l'écran, A et B. Et l'expérience, évidemment, vous comprenez maintenant, c'est A et B ont exactement la même couleur, visuellement parlant. L'œil détecte la même quantité de noir ou de blanc, comme vous voulez, sur A et B. Pourtant, quand vous la voyez là, vous voyez clairement que l'une est foncée et l'autre est claire. Chaque fois que je fais cette expérience, et ça me dit, quand j'entends quelque chose, je n'entends pas avec mon oreille, j'entends avec mon cerveau. Et donc nous n'entendons pas tous la même chose. Parce que ce que cela signifie, que ce soit pour le visuel ou pour l'auditif, c'est que ce que l'on croit percevoir et ce que l'on va donc communiquer avec l'autre, les autres, c'est un consensus. Et que si le consensus est partagé par tout le monde, on n'a pas de problème, on dira que c'est la vérité. Si le consensus n'est pas partagé, on dira qu'il y a débat. Et je ne rentre pas dans un débat de notions politiques, mais je parle d'un débat de perception. Le noir et le blanc. Et donc en audition, c'est qu'est-ce que j'entends? Est-ce que c'est la voix de ton frère? Est-ce que c'est la voix de ta sœur? Et bon, voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais c'était juste pour vous faire sentir à quel point notre cerveau nous trompe, si on veut être méchant avec lui, ou au contraire que notre cerveau nous permet de vivre dans le monde dans lequel on est grâce à notre expérience. Notre expérience étant une expérience construite depuis notre naissance, et puis l'expérience du moment, c'est-à-dire mémoire long terme, mémoire court terme. Une fois qu'on a vu que ce qu'on entend est contextualisé, et si on considère que pour l'oreille c'est comme pour la vision,
On va maintenant arriver à une question fondamentale qui est sans doute celle que vous vous posez aussi, c'est talent ou travail, nature ou culture. Ça, c'est un vieux débat, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivé sur le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des apprentissages dans la vie qui sont des apprentissages que l'on va connoter biologiques et qu'on apprend sans savoir qu'on apprend, et à la limite, le sentiment qu'on n'a pas de maître. Puis il y a des apprentissages qui vont être catalogués par tout le monde ou presque tout le monde comme ça ne s'apprend pas tout seul, ça s'apprend par le travail, ça s'apprend par l'éducation. D'accord ? Ce que les Anglais appellent nature ou nurture. Nous, on apprend nature ou culture, inné ou acquis, c'est pas tout à fait la même chose, on verra ça tout à l'heure. Évidemment, quand on s'intéresse à un musicien, on a envie de dire, le musicien, est-ce qu'il est talentueux ? Je dis souvent en rigolant à mes copains, quand on dit qu'on a fait Polytechnique, on dit oui, mais t'es peut-être fils de polytechnicien. Sous-entendu, la pression familiale est forte. Ou t'as fait médecine, mais ton père était médecin. D'accord ? Si on dit, dans cette famille, ils sont tous musiciens, on entend vaguement l'idée que oui, mais ils sont doués pour ça. Est-ce que c'est vrai ça ? Ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est une manière de se représenter le monde qui n'est pas une manière raisonnable ? Donc, moi, je pense qu'on peut partir de l'idée qu'on apprend tout. Et personnellement, j'ai beaucoup de mal à faire une frontière entre l'apprentissage d'un gamin qui apprend à marcher sur deux pattes et un gamin qui apprend à lire. Il se trouve que dans notre culture d'aujourd'hui, savoir lire et écrire, c'est quasiment un prérequis si vous voulez être dans la société. Pas tout à fait, on pourrait discuter politiquement de ça, mais globalement, c'est un... Et donc, de dire qu'on apprend à lire parce qu'on apprend de façon très différente, oui, on apprend différent parce qu'on a mis une structure sociale qui s'appelle l'école pour apprendre à lire. Mais peut-être que des enfants pourraient apprendre à lire sans école, et on a des exemples autour de nous de gamins qui ont appris sans qu'on sache très bien comment. D'accord ? Donc la frontière entre un apprentissage scolaire et un apprentissage biologique comme marcher sur deux jambes, à mon avis, est une frontière assez artificielle. Et donc, moi, évidemment, je m'intéresse à la musique, et je me dis, finalement, nous avons ici une artiste qui vit avec la musique, nous a-t-elle dit depuis l'âge de la tendre enfance ? Est-ce qu'elle est douée seulement et que ça s'est fait comme ça ? Est-ce que sa mère, comme elle nous l'a dit, l'a fait travailler tellement qu'elle est devenue violoncelliste professionnelle parce que sa mère l'a forcée à faire du violoncelle parce qu'elle avait dit un jour qu'elle aimait bien le violoncelle ? On peut se poser la question. Donc je vais lui laisser dire ce qu'elle en pense. Et puis peut-être qu'elle peut vous montrer aussi après que finalement, quand on joue une œuvre artistiquement, on peut la jouer différemment d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs questions dans ta question, Pierre. C'est très difficile de répondre. J'ai été élevée dans un milieu hyper disposé pour ça. Enfin, en tout cas, j'avais une culture familiale qui était autour de la musique, bien évidemment. Mais je pense qu'après, c'est l'ensemble d'un facteur, de facteurs, en fait, qui m'ont amené à cette voie. Et tu parlais d'apprentissage. Là, pour le coup, moi, j'ai rencontré un professeur... génial. Voilà, donc je suis vraiment tombée, j'ai envie de dire amoureuse. Ça a émerveillé les premières années de ma vie. Donc, est-ce que j'ai eu la pression d'apprendre ? Je suis pas sûre. Alors oui, ma mère, elle me rattrapait, comme tous les enfants. J'avais envie d'aller jouer dans la cour avec les autres, et ma mère disait non, tu fais le violoncelle et après tu iras. Que voilà, c'est une discipline, mais en même temps, le plaisir était tellement présent que je l'ai jamais vécu. Comme une sanction. Après, l'adolescence, c'est plus compliqué. Mais quand on a des super bas enfants, on reprend très très vite le chemin. Alors la deuxième question, la question de l'interprétation. Et en plus, tu me demandes de faire quelque chose que je trouve vraiment difficile. Ça peut devenir vite caricatural, mais je veux bien me prêter au jeu. Il s'agit d'un prélude de Bach. Alors voilà, la musique baroque est d'ailleurs, comme toutes les musiques, est extrêmement codée. Maintenant, depuis quelques années, quand même, on a retrouvé énormément d'écrits, on sait beaucoup mieux comment l'interpréter. Il est vrai que chacun a un peu sa vision des choses, et quelque part, c'est tant mieux, parce que ça reste quelque chose d'extrêmement personnel. Mais alors, je peux vous donner, pour la première, une vision, on va dire, extrêmement romantique.
ça sort comme ça sur le moment précis. Voilà, maintenant, une vision, on va dire, un petit peu plus baroque. Bon voilà, ça c'était la deuxième version. J'imagine que vous avez entendu la différence. Ne me dites pas non. Oui. Et après, eh ben, voici une troisième version qui sera elle aussi la version du moment. Merci Virginie. Virginie ne vous a pas fait la version que j'aurais aimé entendre, la première, qui était la partition telle qu'elle est écrite et qu'on essaye de la faire scolairement plate. Mais je pense que c'était peut-être trop dur pour toi de vouloir la proposer. Merci. Donc, vous voyez, juste cette dernière version vous montre que ça, c'est ce qui est écrit. Et moi, je suis violoniste amateur au départ, d'un petit niveau, et quand on joue comme ça, on est super content. Et là on est d'accord. Super content. C'est le même texte, en fait, pour chacune des interprétations. Voilà, c'est les mêmes notes, vous voyez. Et donc, ça, c'est aussi pour vous dire que, évidemment, vous avez entendu quelque chose de différent, mais vous pouvez imaginer, même si j'enlève la dernière version, qui est une version tellement scolaire qu'elle n'est pas acceptable, que les trois premières versions sont des versions proposées par des musiciens professionnels qui sentent la partition de cette manière-là, et que je trouverais dur que le spécialiste de Bach impose de dire que la première est la bonne, la deuxième est la mauvaise, etc. Donc vous voyez, déjà pour l'interprète et nous, auditeurs, on perçoit différemment. Donc la question qui intéresse évidemment les neurobiologistes aujourd'hui, c'est quels sont les mécanismes mentaux et cérébraux qui donnent du sens aux perceptions. Mais vous voyez bien qu'il y a le sens donné
par l'interprète et le sens donné par celui qui écoute. D'accord. Et c'est très compliqué. Donc, il y a énormément de travaux qui sont là-dessus. Je vous présente juste une expérience parce que en 2020, la question fondamentale du papier qui est publié en 2020, c'est pas du tout sur l'imagerie. C'est sur la mesure de la dilatation de la pupille. Et les auteurs démontrent que la dilatation de la pupille, qui est considérée déjà aujourd'hui comme étant une très bonne mesure de votre effort mental, pourrait être utilisée pour comprendre l'effort mental fait par un musicien dans différentes conditions. Donc vous voyez qu'on ne fait pas suffisamment confiance à l'imagerie et on se dit on va utiliser une méthode que les spécialistes acceptent comme étant une mesure de l'effort mental, quel que soit l'effort mental que vous faites. Puis on va essayer de travailler avec les musiciens dans différentes conditions et on verra si la pupille se dilate, etc. Dans cet article, vous avez une comparaison entre des non-musiciens, des musiciens amateurs, une musicienne professionnelle, ils sont tous pianistes, et on leur demande de faire plein de choses. Et on compare 3 types d'activités. Pour ceux qui sont pianistes amateurs ou la pianiste professionnelle, c'est jouer du piano ou s'imaginer jouer du piano. Pour les 3 catégories, pianiste professionnel, pianiste amateur ou non-musicien, c'est écouter de la musique, une pièce de piano, toujours la même pièce qui a été sélectionnée, une pièce de Grieg, je crois, ou imaginer écouter, c'est-à-dire se souvenir de l'écoute de la musique. Ça paraît des conditions assez standards, et vous allez voir, bon, l'article est compliqué, et il y a effectivement, à la fin, une mesure sur les dilatations de pupilles dont je ne vais pas vous parler, mais si vous voulez connaître le message retenu des auteurs de l'article, c'est que faire lire une partition à un musicien amateur, pianiste amateur de Grieg, si la pièce est considérée à certains endroits de la pièce, de la partition très dure et à d'autres moments facile, le pianiste amateur travaille beaucoup plus quand c'est dur à lire que lorsque c'est facile à lire. Alors que le pianiste professionnel parcourt toute la partition avec une décontraction folle et n'a absolument pas besoin de travailler. Donc vous voyez déjà que l'effort mental du pianiste professionnel est quasiment nul, quelle que soit la partition. Vous avez sur cette diapositive, sans rentrer dans les détails, le cerveau de la pianiste professionnelle qui, pour obtenir ces images, a fait 10 fois ou 20 fois ou 30 fois la même expérience à différents moments, et on a fait des moyennes de son cerveau. En A, vous avez la corrélation entre une écoute réelle et une écoute imaginée. On lui a demandé d'écouter réellement sa pièce de Grieg et d'imaginer qu'elle l'écoutait. Et ce qui est présenté là, c'est les choses qui s'allument de la même manière. Donc là, ce n'est pas une soustraction comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand c'est le truc qui est spécifique, qu'on retrouve dans les 2 cas, on le met en rouge sur ce cerveau. En B, vous avez la pianiste à qui on a demandé de jouer vraiment du piano ou d'imaginer qu'elle jouait du piano. Et ce qui est identique, entre guillemets, entre les 2 cas. Et en C, vous avez la différence entre un jeu imaginé et une écoute imaginée. Et vous voyez que c'est ce type d'expérience qui, aujourd'hui, permet d'aborder très, très délicatement et avec difficulté cette notion de, quand quelqu'un imagine qu'il joue ou il imagine qu'il écoute, le cerveau ne fait pas la même chose. Alors, tout à l'heure, Virginie vous a dit, moi, je suis arrivé ici, j'ai essayé d'écouter la réverbération, et quand je joue, je passe mon temps à m'écouter. Oui. Donc, un musicien qui fait son art, est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il a un endroit du cerveau qui joue et l'autre qui écoute? Et là, ce qu'on vous dit, c'est, oh là là, c'est compliqué. Et ça, c'est des expériences qui ont été publiées il y a 3 ans, donc vous voyez, c'est des choses très récentes. C'était juste pour terminer sur les imageries cérébrales, et j'espère que je vous ai convaincu que oui, ces imageries sont absolument passionnantes et on fait des progrès, mais de là à croire qu'on comprend ce qui s'allume ou ce qui ne s'allume pas dans le cerveau par rapport à ce que vous croyez être l'activité du moment, c'est un peu mystérieux. On va passer à la dernière partie, et sur cette dernière partie, on va commencer par faire un peu plus de musique, parce que je vous ai parlé de cerveau, là il faut revenir sur des choses plus perceptible. Et donc, c'est la singularité individuelle. Je voudrais vous convaincre aujourd'hui que l'avenir des neurosciences pour actuellement et pour les 20 ans qui viennent, et je pense à ceux qui seraient tentés de convaincre de faire de la recherche ou de convaincre leurs enfants de faire de la recherche en neurosciences, il y a encore beaucoup à découvrir, beaucoup plus à découvrir que ce qu'on a déjà découvert. Et en particulier, c'est cette notion de singularité individuelle. Comme vous l'avez compris, tout ce qu'on voit aujourd'hui en activité cérébrale, ce sont des moyennes, soit des moyennes entre la même expérience faite 10 fois et 20 fois, et vous verrez tout à l'heure où est-ce que je bute, moi, sur mon projet actuel, et soit c'est des moyennes, on compare 2 cerveaux à 2 moments différents, faisant des choses différentes. Et donc, on n'a pas vraiment la capacité de capter une activité cérébrale à un moment donné, c'est-à-dire ce que nous vivons en permanence dans nos cerveaux. Et je pense que sur cette connaissance de nos cerveaux,
être capable de faire de la phénoménologie, c'est-à-dire de se poser la question comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, et éventuellement de manière introspective, ça reste encore tout à fait à l'ordre du jour, et il y a encore de nombreuses expériences qu'on peut faire qui relèvent plutôt des sciences humaines que des sciences d'imagerie cérébrale. En singularité individuelle, ce que je vais vous montrer, c'est que ce que vous entendez, vous le recontextualisez dans votre cerveau au moment où vous l'entendez. Et donc, on va commencer par faire un peu de musique maintenant. Et là, vous pouvez commencer à intervenir peut-être. On verra s'il y a besoin de faire passer un micro dans la salle. Mais Virginie va nous proposer différentes choses, des choses très très simples à des choses peut-être plus complexes, en tout cas en termes de musique, plus de choses. Et juste, vous posez la question à chaque fois, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'ai contextualisé du moment? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à entendre qui suivrait ce que vous avez entendu? Et on va voir si on trouve la même chose, chacun, tous ensemble, ou est-ce que chacun d'entre nous a une version un peu différente. Je vais proposer comme premier exercice, par exemple, propose-nous une gamme qui monte. Il manque une note, non? Alors, est-ce que dans la salle, certains sont sûrs d'avoir trouvé la note qui manque? Eh ben, je pense au Do supérieur. Le Do supérieur. Qui est d'accord avec l'idée qu'il manque le Do supérieur? Alors, je vois beaucoup de mains se lever, mais pas toutes. Est-ce que certains considèrent que c'est sûrement pas un Do qui manque? Ah! Alors là, c'est intéressant. Il y a une dame là qui a l'air d'être sûre d'elle. Je suis pas certaine, mais je pense que c'est Comment? un sol. Je suis Répétez. pas certaine, mais je pense que c'est un sol en fait. Ça doit être une gamme de sol, non? Ah. Et pour ceux qui ne sont pas très habitués, soit parce qu'ils n'ont pas l'oreille absolue, soit parce qu'ils n'entendent pas le violoncelle tous les jours et donc ils ne reconnaissent pas d'où on est parti, et que dans notre univers mental, quand on fait une gamme, on commence par Do, il manquait le Do du haut. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal, j'ai pas l'oreille absolue. Honnêtement, les yeux fermés, si je ne vois pas Virginie jouer du violoncelle. Par contre, si je vois où elle commence, sur quelle corde, je sais elle a démarré comment. Et tu as démarré par un sol. Donc, voilà, c'est une gamme majeure. Donc, vous voyez, vous avez contextualisé. On va continuer. Est-ce que tu peux nous faire, par exemple, un arpège chez une octave? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une note qui est attendue là, même si vous ne connaissez pas son nom? Refais-nous la montée. Vous entendez quelque chose en haut. Fais-la. D'accord? Pourquoi? C'est une culture occidentale, essentiellement. Et ça, c'est très connu. Et ces intervalles-là sont très, très classiques. Et donc, on entend quelque chose on attend quelque chose qu'on n'a pas entendu, mais le cerveau l'a entendu et l'a remis en contexte. Alors, on va peut-être faire les cordes à vide. Au violoncelle, les cordes à vide, c'est les cordes où vous ne faites pas la note. Le violoncelle joue tout seul avec l'archet. Est-ce que certains d'entre vous sentent très bien l'intervalle entre les cordes et peuvent le nommer? Il y a encore si je peux me permettre, sans doute une musicienne qui va nous dire ce qu'elle a entendu comme intervalle. J'imagine que c'est des quintes. Bon. Donc, en fait, c'est des intervalles qui sont très classiques dans certains types de musique et pas nécessairement dans d'autres. D'accord? Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que le violoncelle, j'ai appris à faire du violoncelle quand j'étais petit, et donc c'est des quintes, et ça me paraissait simple. J'ai découvert assez tardivement que d'autres instruments, très classiques en musique occidentale, n'utilisent pas les quintes. La guitare, c'est des quartes, je crois. Donc le guitariste, il va fonctionner mentalement avec des doigts et des cordes qui ne seront pas du tout les mêmes, d'accord? Et évidemment, quand vous entendez ça, et le son d'une corde à vide n'a pas vraiment le même son qu'une corde jouée avec son doigt, même si le musicien professionnel va s'efforcer d'homogénéiser tout ça pour donner une harmonie. Donc, nos cerveaux, même non-musiciens amateurs ou professionnels, uniquement mélomanes d'un certain type de musique, on entend des choses qui ne sont pas audibles, au sens, elles n'ont pas été entendues par l'oreille, mais elles ont été construites dans le cerveau. Alors, est-ce que tu peux nous faire une mélodie connue pour terminer cet exercice ? Bon. Voilà. Et là, c'est pas un problème de langage, parce que dans beaucoup de pays, la même mélodie va être jouée
avec des paroles différentes. Donc, voilà. Alors, on va terminer cette partie-là avec, pour vous faire plaisir, un peu de musique. Et éventuellement, on verra si on est tous d'accord sur ce qu'on a entendu en termes de contextualisation dans nos cerveaux de ce que Virginie nous joue. Ça vous parle. Et ça vous parle en termes de compositeur, musique de concert. Ça vous évoque quoi dans vos univers mentaux? Donc vous voyez, et je dirais que ça, c'est plus connu dans notre univers mental, associé à un film, donc à des images, à une émotion liée à ce film, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est autre chose, qu'un compositeur, une salle de concert et un orchestre qui vous le joue. Et pourtant, c'est une musique composée pour être jouée. Mais c'est passé dans notre univers à nous, dans un autre moment. Et un autre dernier exemple là-dessus, et vous allez sans doute sourire, je vous regarde. Ça vous fait penser à un compositeur, une salle de concert, un film ou un univers où on vous propose de payer pour quelque chose? Bon, voilà. Donc c'est juste pour vous montrer que voilà, quand un scientifique va s'intéresser à votre cerveau ou à un cerveau en général, comprendre ce qui se passe dedans et de comprendre cette contextualisation, voilà. Et donc je vais terminer par vous. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste dire pour l'histoire de cette célèbre valse, quand même connue dans le monde entier, c'est que Shostakovich s'est inspiré d'une histoire d'amour. C'est une conductrice de tracteur, c'est ça, hein, et avec le secrétaire du Parti communiste, en fait. Voilà d'où ça vient, cette histoire. Quand même, parce que je pense que personne ne connaît l'histoire. Exactement. Et puis aussi, c'est la musique d'un film qui s'appelle Le Premier Échelon, qui date de 1955. Je pense que personne ne connaît ce film ici. Et aussi Stanley Kubrick l'a utilisé dans un film qui est sorti en 99 et la renommée a été immédiate. Et après, les assurances, bien sûr. Pour terminer cette conférence, je vais vous dire 2 mots sur mon projet de recherche actuel. Et donc vous avez compris que je suis arrivé au monde des neurosciences un peu par la bande. Je n'étais pas neurobiologiste de formation. Je voulais avoir gardé une vision de la biologie intégrée, tout en étant réductionniste sur un sujet précis. Et donc, je voulais quand même travailler sur les compétences des musiciens et comment ça marche. Et ma première étape de réduction, qui a fait beaucoup de mal aux musiciens avec qui j'ai travaillé, c'est que j'ai décidé que j'allais m'intéresser à une note. Et je vous assure que le premier colloque où je suis allé avec des musicologues, et je leur parlais de mon projet sur une note, ils m'ont dit « Mais Pierre, la musique commence forcément avec 2 notes. » Et j'ai dit « Mais 2 notes différentes? Oui, ou alors il en faut 3 pour faire un rythme. » Et ils étaient sérieux. Il n'y avait pas d'humour du tout dans leur voix, et je sentais que j'allais déjà avoir ce premier problème qui était de faire accepter l'idée que travailler sur un cerveau de musicien avec une seule note, je m'éloignais terriblement de la musique. Dieu merci, j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait, lui, étant musicien professionnel, à comprendre comment le cerveau des musiciens fonctionnait. Il était chef de chœur, il était aussi d'ailleurs professeur des écoles par ailleurs. Et Alain Le Tailleur avait contacté le département de neurosciences de Pasteur pour comprendre comment le cerveau fonctionnait. Et donc on s'est rencontrés et on a travaillé tout de suite très bien ensemble. Et donc Alain, avant que je vous montre le travail qu'on a fait récemment avec lui, pendant 30 ans, Alain, en tant que chef de chœur, a interviewé des musiciens pour comprendre comment est-ce que les musiciens étaient capables de nommer une note. Et donc, il l'a fait, il a enregistré ça, et donc quand je suis arrivé à sa rencontre, il avait transcrit ses entretiens. On a au total pas loin d'1 millier de pages d'entretiens,
une centaine de musiciens, moitié professionnels, moitié élèves de conservatoire, et il passait son temps à leur demander, mais si je te joue une note sur le clavier, et donc s'il n'avait pas l'oreille absolue, il lui faisait un La, et puis après il lui faisait une note, il disait Do dièse, il disait, mais comment est-ce que tu fais? Je sais que c'est Do dièse. Et pourquoi tu sais? Ben, tout le monde sait, une fois qu'on a appris, on sait. Puis, oui, mais si tu fais un petit effort, est-ce que tu sais comment ça se passe dans ton cerveau? Et là, en général, la réponse est, ben non, c'est je sais, et puis quand je sais pas, je sais pas. Bon. Et puis, en amadouant, chacun, les élèves étant plus créatifs et moins inhibés que les musiciens professionnels qui, eux, étaient sûrs de savoir sans savoir pourquoi, on entend que le musicien se dévoile. Et il me montre des entretiens où les musiciens ne disent pas du tout la même chose. Même chose. Tout de suite, mes collègues biologistes de Pasteur m'ont dit « Mais tu perds ton temps, c'est n'importe quoi. Un musicien est connu pour raconter n'importe quoi parce que dans sa tête, c'est des artistes, etc. » On a regardé de près et pour faire l'histoire courte, en 2020, on a publié un article où on avait réussi à faire des catégories sur comment est-ce que les musiciens écoutaient les choses. Et là, quand même, j'ai commencé à sentir progressivement de l'intérêt de mes collègues qui m'ont dit « Mais si c'est vrai, est-ce que tu peux revérifier ça maintenant, toi, en faisant des tests un peu plus précis ?» Donc on en a choisi une dizaine qui avaient l'oreille absolue. On a vérifié ça, mais je ne rentrerai pas dans les détails. C'était plus facile, nous, pour faire des tests. Vous voyez, quand il faut passer en imagerie, si vous faites à chaque fois un La avant de faire la note, vous compliquez le protocole. Bon. Et ces musiciens-là, je leur ai fait faire des tests avec Alain et 120 bruits proposés. C'est des notes isolées, soit des notes d'instruments musicaux, soit des bruits comme ça parfois, soit n'importe quoi. Et très souvent, ils nous donnaient le nom d'une note, et sans hésiter. Parfois, ils étaient un peu aux alentours de la note, mais je vous rappelle que quand vous nommez une note, vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mais vous avez éventuellement Do dièse ou Ré bémol. Donc même si on simplifie en disant que Do dièse et Ré bémol, c'est la même chose, ça vous fait 5 notes de plus. Donc vous avez 12 notes possibles. Donc quand vous avez réussi 8 fois sur 10, c'est pas le hasard, d'accord ? Et effectivement, je vérifie avec Alain que ces messieurs, puis c'était essentiellement c'était des hommes qu'on a retrouvés à ce moment-là, ces 9 messieurs racontaient chacun des histoires différentes. Et en particulier, certains étaient très désagréablement surpris de ce que je leur faisais écouter, en me disant « c'est pas des notes ». J'ai dit « mais vous m'avez donné le nom ». « Oui, je sais ce que c'est, mais c'est pas des notes, c'est des bruits ». Bon, très mécontents. Mais comme ils étaient volontaires pour faire l'expérience, ils continuaient. D'autres disaient « elle est pas belle ta note ». Dans les 120 notes, on avait quand même glissé 4 fois ou 5 fois, je ne me rappelle plus exactement, des notes qui avaient été truandées, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire qu'on avait décalé un tout petit peu une note de piano ou au violoncelle, un tout petit peu plus bas ou un tout petit peu plus haut. Ils l'ont toujours trouvé. C'est un La, mais il n'est pas juste. Bon, là, j'avoue que j'étais impressionné. Donc on a continué et on a fait des expériences plus précises, et je vous la présente là. On a fait une expérience qui commence à se rapprocher d'un protocole pour faire de l'IRM. C'est-à-dire que vous voyez là, je vous présente les 8 secondes. Le test, c'est 8 secondes. Pendant 8 secondes, qu'est-ce qui se passe? Le musicien a un casque, on lui fait entendre, non pas un silence, mais on lui en fait entendre ce qu'on appelle des bruits blancs. Le bruit blanc, c'est la somme de toutes les fréquences en même temps dans votre oreille. Je vais essayer de la faire, et j'espère que le micro ne va pas. C'est horrible, d'accord? Puis après, il y a un silence, et puis il y a la note qu'on lui présente, elle fait 1 seconde sur un petit intervalle de 3 secondes. Là encore, mes collègues me disent, attention, si tu veux faire de la neuroimagerie, il ne faut pas qu'il y ait un automatisme de stimulus. Donc la note ne doit pas être toujours au même moment. Sinon, il va se passer quelque chose dans le cerveau qui ne va pas être bien. Il faut qu'il soit surpris au moment précis où elle arrive. Donc on avait 3 secondes. Dans les 3 secondes, 2 secondes, et dans les 2 secondes, on glisse la note. Et puis on lui demandait d'être détendu. Bon, ça n'a pas marché parce qu'en fait, ils étaient tous au taquet pour être les meilleurs possibles. Et de répondre. Là, il y en a qui répondaient, la note n'était pas finie, la réponse était déjà donnée. Alors que la consigne était, pouvez-vous attendre la fin de la note et donner juste après si vous êtes sûr de la note. Mais il y en a un qui n'y a pas réussi une seule fois. Voilà, on avait 360 notes par musicien par série de 36. Celui-là, il voulait toujours montrer qu'il était le meilleur. Donc, il répondait, il ne se trompait presque pas. Mais bon. Il y en a un autre, un métronome, l'élève parfait en classe. On lui avait dit d'attendre la fin de la note. Et donc, on a mesuré, c'était 100 millisecondes, un dixième de seconde, mais la note s'arrêtait. Do dièse. La. Si. Il a fait ça. Et à la fin, il nous a dit, je commençais à m'endormir, mais vous m'aviez dit que c'était des séries de 36, donc je l'ai compté sur mes doigts. Bon. Authentique. Et on a fait ça. Il a 36 doigts. Comment? Il a 36 doigts. Non, il n'a pas 36 doigts, mais je l'avais pas fait. J'ai regretté de ne pas avoir filmé parce que j'aurais sans doute vu la manip. Et donc, je vais vous montrer juste le résultat. Donc là, vous avez le nom des musiciens cachés. Et donc, c'est P, participant numéro 123, 124, etc. Et on leur a fait écouter alors, des séries de notes de piano
ou des sons sinusoïdaux. Le son sinusoïdal, c'est un son qui est une fréquence pure à une fréquence précise. 440 pour le La, une autre. Donc, c'est des sons qui ne sont pas très beaux, mais qui sont très propres, d'accord ? Mais ce n'est pas des sons habituels pour un musicien qui écoute toujours une note par un instrument de musique. Vous voyez que la plupart des musiciens sont quand même très très bons sur les notes de piano. Certains sont un peu moins bons au départ. Le P126 et le P131 sont un peu moins bons. Et les sons sinusoïdaux, ça baisse un peu, mais pour certains, ça baisse pratiquement pas. Hein. Je vous rappelle que vous avez 12 noms possibles de notes possibles. Et quand je dis 95%, sur 360, vous voyez le résultat. Donc, ils sont quand même très bons. Le fait qu'ils ne soient pas tous pareils, c'était déjà un encouragement pour dire qu'ils ne doivent pas contextualiser de la même manière. Mais la pépite qu'on a trouvée, le terme de pépite, c'est Alain qui me l'avait donné quand on a analysé nos résultats, c'est quand on a regardé les erreurs des musiciens. Alors, il y en a 3. Ils ont fait tellement peu d'erreurs qu'on ne peut pas statistiquement se poser la question où est-ce qu'ils se trompent. D'accord ? Je vous présente 4 musiciens. Vous avez à droite la courbe des taux d'erreur par note. Donc vous voyez, si ça commence à gauche, vous avez do dièse, ré dièse, etc. Hein, donc, et vous voyez que ça fait une petite vague. Donc si on fait la moyenne à droite, on ne peut pas dire que vraiment il y a eu des notes qui soient plus d'erreurs que d'autres. C'est un peu différent, mais ça c'est la moyenne de toutes les erreurs de tous les musiciens. Par contre, vous avez le profil de chaque musicien. Donc vous avez le musicien 126, puis après, vous avez le musicien 130, et les barres en couleur, c'est les différentes notes. Hein. Ça monte de do, do dièse, ré, etc. Donc, on peut se poser la question, s'ils se trompent, mais qu'ils contextualisent tous de la même manière, ils devraient faire à peu près tous les mêmes types d'erreurs, et donc on devrait retrouver le profil moyen. Hein, quand on fait les moyennes, c'est qu'on suppose qu'on a le droit de faire les moyennes, c'est-à-dire qu'on moyenne des choses qui sont comparables, sinon on n'a pas le droit de faire des moyennes, normalement. Est-ce que les musiciens, individuellement, se comparent ou non aux autres? Le P131, j'ai envie de dire qu'il ressemble à la moyenne, le P131. Il se trompe un peu partout, pas tout à fait sur les mêmes notes. Comme on n'a quand même pas fait 3000 expériences, qu'on a fait que 360 au total, peut-être que lui, il se comparerait bien à la moyenne. Par contre, vous avez le P126, il y a 4 notes sur lesquelles il se trompe beaucoup. Ces 4 notes, c'est le petit dièse qui est marqué dessus, c'est les notes qui sont les touches noires du piano. D'accord ? Le P126, c'est un pianiste. Il fait partie de ceux qui nous racontent que dans leur imaginaire, quand ils donnent le nom des notes, lui, il disait, moi, les notes, déjà, je trie. Il y a les notes qui ont un son brillant et un son mat. Et vous voyez, je ferme les yeux parce que quand il vous raconte ça, il ferme les yeux. Et alors j'ai dit, mais c'est quoi les sons brillants ? Les touches, les notes naturelles, comme on dit. Do, ré, mi, fa, sol, là, si. C'est brillant. Et les mat, c'est les notes altérées, c'est les dièses ou les bémols. Bon, c'est les touches noires du piano qui sont en ébène, d'accord ? C'est mat et brillant. Vous voyez, c'est visuellement mat et brillant, mais dans sa tête, il dit c'est un son mat et un son brillant. Lui, il se trompe beaucoup plus sur les notes altérées. Si vous regardez le P148, c'est intéressant, il se trompe sur les mi et les si. Lui, le P148, il fait partie de ces 40% de musiciens qui vous expliquent, et je ne vous ai pas rentré dans les détails, qui n'entendent pas la note. Ces musiciens sont capables de vous dire « Non, mais quand tu me joues au piano une note, je n'entends pas la note me dit son nom quand elle vient du clavier. » Cette phrase-là, on l'a entendue plusieurs fois. La note me dit son nom. Je suis revenu à la maison une fois avec Virginie, je me dis « Mais moi, j'entends le nom des notes tout le temps dans ma tête. » Et puis, j'ai posé la question à plein de musiciens autour de moi, et à certains musiciens qui vont consulter des médecins parce qu'ils sont tellement obsédés par le nom des notes dans leur tête qu'ils finissent par ne plus entendre la musique, ils entendent le nom des notes. Je vous passe le détail sur dans un café, quand il y a de la musique qui est jouée, etc. Donc c'est très classique. Et lui, le 148, il nous dit, j'entends le nom des notes et c'est pour ça que je connais le nom des notes. Sauf les si et les mi. On a retrouvé la transcription il y a 10 ans. Les si et les mi, ils ne me disent pas le nom. Ils me disent i, avec un i parfois un peu différent, c'est bémol. Mais par contre, je ne sais pas si c'est si ou mi. Et je m'étais dit à l'époque, quand j'avais lu ça, est-ce qu'il se trompe et qu'il dit mi à la place de si ou si à la place de mi, ce qui aurait été une erreur de langage. Pas du tout. Quand les musiciens se trompent, ils tombent à côté. Au lieu de dire si, ils vont vous dire la dièse, ou ils vont vous dire do. Ils se trompent à côté. Donc dans leur tête, ce n'est pas du tout un problème de nom de notes, c'est qu'ils sont plus très sûrs de leur trouvaille. Et ils ont besoin d'une autre manière pour conforter si c'est le bon ou pas. Et donc lui, il conforte d'une bonne manière, mais pas aussi efficace que d'habitude, et que donc il fait quelques erreurs. Et ces erreurs sont sur des si. Et quand il n'a pas trouvé le mi, il a dit ré dièse éventuellement, ou il a dit fa. Et quand il a dit si, il a dit do, ou il a dit la dièse. Et puis le dernier, c'était ré et la. Et là, je m'étais posé la question, mais pourquoi celui-là, il se trompe sur les ré et les la? Et en fait, je n'avais pas trouvé tout de suite parce que, en fait, pour des raisons d'anonymat,
je travaille beaucoup avec les noms, les numéros des musiciens. Et j'ai moins travaillé avec eux, alors qu'Alain les connaît depuis très longtemps, parce qu'il les connaissait même personnellement. Et donc moi, je ne savais plus que le P130, il était pianiste ou autre chose, ou chef de chœur, ou compositeur. Et je vais revoir ça, et je me rends compte que le P130, il est violoncelliste. Violoncelliste, c'est quoi? Qu'est-ce que Virginie vous a dit tout à l'heure? Les cordes à vide. Ça commence par la plus grave, Do, Sol. Je ne vais pas le chanter parce que je chante faux. Mais après, les deux cordes les plus aiguës, c'est Ré et La. Donc, sur les mélodies du violoncelle, les deux notes sur lesquelles vous n'avez pas besoin de travailler votre justesse, c'est le violoncelle qui joue. Toutes les notes que le violoncelliste travaille, il doit, sauf les cordes à vide, il les travaille vraiment. Lui, je soupçonne, j'ai aucune preuve, que le Ré et le La, il ne les a pas incorporés dans son imaginaire de la même manière que les autres. Et le Ré et le La, il est moins à l'aise, surtout que c'était des notes de piano, que ce n'était pas du violoncelle. Voilà. Pour vous montrer cette difficulté avec la singularité individuelle. J'en ai terminé avec mon message scientifique d'aujourd'hui. Je voudrais juste terminer par remercier mon collègue Alain Teller, que vous ne voyez pas, mais qui a vraiment été un compagnon fantastique pour ses découvertes et formé aux sciences humaines et pas du tout à la biologie. Bon, le CNRS qui m'a quand même donné la liberté de chercher et de faire ce que je voulais comme chercheur. Aujourd'hui, c'est pas vrai pour les jeunes chercheurs, donc je le dis ici. J'ai profité, en tout cas tout au long de ma carrière, d'une liberté absolue de recherche et je crois que c'était une chance pour moi et peut-être aussi pour le travail que j'ai fait. Pasteur, parce que chaque fois que je suis retourné travailler à Pasteur, ils m'ont accueilli et pour mon dernier projet, alors que j'étais pas neurobiologiste, ils m'ont accueilli pour le département de neurosciences. La SACEM, qui est la société qui s'occupe des droits d'auteur pour les musiciens, parce que la SACEM finance mon projet. Et quand ils ont entendu parler de mon projet dès le départ, ils m'ont dit « on vous accompagne, vous pouvez démarrer ». Et puis on va terminer en musique avec Virginie, et je la remercie évidemment pour ce qu'elle m'a apporté en musique. Merci à vous deux pour cette présentation qui était très intéressante, très riche, très vivante aussi, dans laquelle on a eu finalement deux langues qui se sont mêlées pour dialoguer, puisque on l'entendait, vous parliez de langage, vous parliez même de votre voix lorsqu'il était question de musique. Je me posais une question justement, le fait de voir la musique comme un langage. Ça fait que des fois on le parle trop bien, pour certains qui comprennent pas la même chose que nous. On est relié par finalement des émotions, peut-être plus que par de la cognition, des choses comme ça, pour remettre un peu ces termes en perspective. Je voudrais savoir comment justement, alors que la musique est un langage et donc qu'elle est culturelle, c'est-à-dire que ce n'est pas la même d'une région du monde à une autre. On le sait aussi avec les notes qui n'ont pas l'exacte même fréquence à un moment de l'histoire ou à un moment géographique en tout cas. Comment justement on fait finalement pour quand même tous se comprendre en musique, ou alors est-ce qu'il y a des moments justement où on ne se comprend pas, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, j'ai l'impression que ça sonne faux. Alors en ce qui concerne la musique occidentale, là c'est assez clair qu'on se comprend tous, et d'ailleurs je vais même un peu plus loin que ça, je vais vous dire que par exemple quand je travaille avec des gens que je ne connais pas, que je rencontre pour la première fois, je n'ai pas besoin de parler et on joue à peu près 2 secondes. Et on sait si ça marche ou pas. Donc c'est extrêmement rapide. Et il peut y avoir, par exemple, des problèmes de langue. On peut travailler avec des Norvégiens, des Japonais. Et bon, alors en général, il y a l'anglais qui est commun, mais de temps en temps, il peut y avoir des soucis. Là, pour le coup, la musique, ça simplifie tout parce qu'on n'a pas besoin d'une autre langue pour se parler. Et en ce qui concerne les autres musiques, les musiques d'autres pays, la musique chinoise, la musique arabo-andalouse, que sais-je, il y a tellement de musique. Je dirais que nous, on est tellement formés, alors on peut tout à fait être très très initié à ces musiques-là aussi. Alors je dis pas qu'on va les pratiquer aussi bien, peut-être que si on l'apprenait vraiment, mais en tout cas on est capable de partager ça aussi parce qu'on a une sensibilité et une écoute et une restitution qui font qu'on va quand même être capable de ça. Moi par exemple j'ai fait de l'initiation à la musique indienne. Donc la musique indienne c'est très particulier parce qu'il y a vraiment des micro-intervalles et c'était pas très complexe. Après la musique indienne
est effectivement très complexe. Il y a beaucoup de modes. Mais voilà, pour vous répondre à votre question. Je peux peut-être compléter par rapport au langage. Quand j'ai commencé à travailler sur ce, j'entendais un peu un lieu commun qui était de dire que la musique était un langage universel. Et effectivement qu'elle était codifiée différemment, mais que finalement, on pouvait quand même se parler et en tout cas faire passer des émotions, même si on ne comprenait pas la subtilité, on entendait une subtilité, mais on n'était pas capable ni de la pratiquer et peut-être même de l'expliquer. En fait, en discutant plus à fond de ça, en particulier avec des linguistes et donc des gens des sciences humaines, on se rend compte que un langage verbal est un langage où finalement les mots sont des symboles de concepts. Alors ça peut être mots pour représenter des entités physiques. Donc c'est assez simple, mais très vite on est sur des entités abstraites. Mais une fois qu'on connaît la langue, on sait ce que ça veut dire. Je fais la différence entre beau et laid. Bon, les couleurs, typiquement, j'ai appris que finalement les couleurs c'était parfaitement codifié, qu'il n'y a pas de raison d'appeler rouge, vert et rien. Mais une fois qu'on sait que ça s'appelle rouge, vert et bleu, ben c'est rouge, vert et bleu. Et puis on ne discute pas. C'est un certain niveau d'abstraction, simple, mais c'est quand même un niveau d'abstraction. Ce qui m'a paru finalement étonnant et dans un débat qui est manifestement scientifiquement ouvert, c'est que alors qu'on a regardé beaucoup sur les aires cérébrales dont je vous ai parlé tout à l'heure, et très vite on a pu montrer que les aires cérébrales stimulées lors de l'écoute musicale ou de la pratique musicale étaient superposées, entre guillemets, avec les aires du langage, de Broca, etc. Et donc, l'interprétation première était de dire, bah, finalement, c'est au même endroit. Ensuite, quand on discute sur la résolution de 1 cm sur 1 cm avec quand même 100 millions de neurones sur ce volume-là, certains ont dit, attendez, 100 millions de neurones, ça peut être à peu près au même endroit et très différent. Alors après, il y a ceux qui ont dit oui, mais ils sont connectés. Donc vous voyez bien que fonctionnellement, si vous dites c'est pas les mêmes et qu'ils sont connectés, si c'est les mêmes qui font le deux types, où ils sont juste adjacents mais ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc il y a un vrai débat anatomique, fonctionnel, sur langage et musique. Et moi, je trouve que la réponse la plus inspirante que j'ai entendue et que je vous livre, c'est la musique ne se traduit pas. Toutes les langues verbales se traduisent, plus ou moins facilement. Les hiéroglyphes, ça a été compliqué, mais on a fini par trouver un système qui permet de traduire, avec une vraie traduction, d'un langage codé dans une certaine langue, codé dans une autre langue. Quand on n'a pas la mémoire orale des hiéroglyphes, on ne sait pas comment ils le prononcer, mais c'est codé. La musique ne se traduit pas. Ce qui se traduit en musique, c'est le résultat de ce que vous souhaitez avec la musique. Par exemple, il y a des travaux qui sont faits qui montrent que, de façon universelle, si vous prenez des exemplaires, et ça c'est un papier fantastique des années 2020-2021, si vous prenez des musiques du monde entier, et il y avait une centaine, sur le plan ethnologique, ethnographique, centaines d'origines différentes, hein, donc non seulement les grandes musiques indiennes, chinoises, japonaises, ça, mais des musiques parfois de populations très très isolées, de l'Amérique du Sud, ou de certaines régions de l'Océanie, et que vous faites écouter ces musiques-là. Ce que les chercheurs ont montré, c'est qu'il y avait 4 grands types qui étaient statistiquement reconnus par n'importe qui dans le monde. C'était, je ne me rappelle plus les 4, mais il y avait évidemment le côté berceuse. Ça, c'était un des thèmes qui était, c'est le côté musique que vous utilisez pour endormir un enfant, typé. Il y avait le côté joyeux, il y avait le côté triste, et puis il y en avait un 4e que je ne veux pas citer de mémoire parce que je vais me tromper. Mais vous voyez, et donc là, ça donne l'idée que ce qui est commun à tout le monde, c'est le résultat, mais ce n'est pas du tout la structure musicale au sens où le musicologue pourrait le dire. Donc oui. Ça fait sans doute la différence entre ce qu'on pourrait appeler la musique en général et les langues. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je fais de la peinture et j'ai lu pas mal de choses sur l'art-thérapie. Et en fait, on s'aperçoit que quand on s'exprime dans la peinture, c'est plus facile de s'exprimer que par des mots qui sont réductionnels. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Alors j'avais 2 questions. Est-ce que dans la musique, vous ressentez la même chose? Et est-ce qu'en neurosciences, il y a des recherches à ce sujet-là? Moi, je me suis souvent échappée avec mon violoncelle, en fait, pour tout vous dire. Moi, je pense que j'ai une petite déficience verbale, j'avoue. Après, moi, je transmets aussi, j'ai des élèves. Je les oblige un petit peu à verbaliser ce qu'ils font, en fait, parce que je trouve que c'est vraiment important d'avoir une pensée quand même assez forte et assez claire, et en tout cas, notamment en ce qui concerne le caractère
de la musique. Voilà, moi, plus je vieillis et plus je donne d'importance au verbe, alors que j'en ai pas eu besoin finalement pendant beaucoup d'années. Et ce que vous dites, madame, c'est... Bon, Virginie est interprète, mais on a aussi dans nos musiciens avec lesquels on a travaillé, on a des compositeurs. Et le compositeur, à mon avis, se rapproche plus de ce que vous dites. C'est-à-dire que le compositeur va avoir beaucoup de mal à dire des choses, en tout cas aura plus de mal à dire certaines choses qu'à les écrire. Et il a le sentiment que quand il a écrit quelque chose musicalement, il a dit quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'il pourrait verbalement exprimer. Alors ensuite, juste en neurosciences, il y a énormément de travaux faits aussi sur le cerveau des peintres, etc. Alors c'est compliqué parce que, vous voyez, quand on parle musicien, j'ai même moi-même, je crois pas j'ai pas prononcé le terme de compositeur jusqu'à la question, parce que pour nous musiciens, on entend quelque chose et donc soit on écoute, soit on joue. Vous voyez, et on oublie évidemment normalement le compositeur qui lui a proposé quelque chose au départ. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Et en neurosciences, aller travailler avec un peintre. Moi, je voulais travailler au départ. Mon projet était de travailler sur le timbre, parce que tous les musiciens me disaient que un élément clé en musique occidentale, c'est le timbre de l'instrument, le violoncelle, la trompette, la flûte, et le timbre du piano. Et donc j'ai fait une quinzaine d'interviews, y compris d'ailleurs Virginie, pour essayer de cerner une approche réductionniste sur le timbre. Et donc là, les musiciens m'ont raconté n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai ressenti ce qu'on m'avait dit en disant, tu verras, c'est ingérable. Parce que chacun me racontait son histoire. Mais il se trouve que comme j'ai été attentif à cette idée-là, la fin de l'entretien de 2 heures était de dire, est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire un test auditif sur le timbre, qui serait un test suffisamment universel pour que des musiciens de pratiques instrumentales différentes, violoncelle, piano, flûtiste, puissent faire le même test et qu'on puisse comparer. Et donc faire un peu ce que j'ai fait finalement avec les notes et Alain. Et là, certains musiciens m'ont dit oui, il n'y a aucun problème, c'est très très simple. Par exemple, moi, le timbre, je suis un expert en timbre, je sais reconnaître les timbres. Bon, je vous fais courte l'histoire. Il m'a proposé peu importe, c'était un instrument à vent, et il a joué de son instrument, mais on l'a enregistré, on a fait des tests tels qu'il nous l'avait défini le test. Et il a dit, je viendrai pour l'expérience avec un de mes élèves adultes qui est vraiment un excellent amateur de cet instrument. Et puis moi, j'ai 2 instruments. J'ai un instrument historique absolument magnifique, mais puis de temps en temps, je travaille avec un instrument en plastique qui est bien pratique, mais c'est pas du tout la même chose. Et donc, on a enregistré ce monsieur et son élève avec, vous voyez, 2 instruments différents. Et puis ils nous jouaient les mêmes notes, hein. Enfin, comme tout à l'heure, juste une note, quoi. Et après, une semaine après, on lui a fait écouter, on lui a demandé en aveugle de définir, et il était sûr de son coup, d'accord. Et donc, il n'a pas du tout reconnu les notes qu'il jouait lui avec son instrument par rapport au plastique ou par rapport à son élève. Et en nous commentant le fait qu'il reconnaissait l'élève à tel endroit parce qu'évidemment, c'était l'élève qui avait ça et ça. Et quand on lui a dit qu'on était un peu troublé, il nous a soutenu qu'on s'était trompé dans l'expérience. Mais sûr. Et effectivement, je n'avais pas été sérieux. C'est-à-dire que je n'avais pas enregistré la séance et donc on avait noté. Et je me suis dit, j'ai noté, si je me suis trompé en notant A, B, C, voilà, je me suis trompé. Je dis, OK. On recommence. Donc on a refait l'expérience une semaine après. Et cette fois-ci, on a enregistré la séance et Alain notait et regardait le musicien, etc. Mais j'avais un chronomètre et je mettais 13h42, X, plastique. 13h48, Y, bois. Voilà. Et puis on l'a fait entendre. Même résultat, hein. Tout aussi mauvais, entre guillemets. Et là, on s'est dit, c'est le cerveau qui, dans son cerveau, il y a quelque chose qu'il a chopé sur la note et il nous fait une histoire sur cette note en expliquant qu'elle vibre un peu, qu'elle n'est pas très bien tenue, mais que c'est normal parce que son élève est ému, alors que lui, il l'a fait comme ça. Et quand on lui envoie une note qu'il a jouée lui, ou son élève, il raconte son histoire et son histoire. Et je ne dis pas qu'il dit n'importe quoi, hein, vous voyez. Je dis juste que dans sa tête... Et c'est ça qui est une difficulté méthodologique très, très difficile pour nous. Donc j'imagine qu'avec un peintre... Quelle serait l'expérience à faire pour... Voilà. Bon, je n'ai pas la réponse. Mais je pense que le cerveau du peintre est un cerveau passionnant.